1905 a été discutée, il y avait des collègues députés qui disaient « Ah là là, c'est terminé, plus personne n'a le droit de porter une soutane, Donc etc. » vous avez changé d'avis? Non, j'ai pas changé d'avis, je vais maintenant vous expliquer. Et je donnais à ce mot une signification qui n'était pas ressentie comme ça par les musulmans. Et les musulmans avaient raison. Les Français musulmans? Oui, oui, bien sûr. Non, c'est important. Oui, les oui. Français musulmans. Ils ne sont pas seulement musulmans, ils sont français attendez, musulmans. On parle des musulmans. Moi, je ne demande pas quand quelqu'un me dit je suis musulman, je lui dis montrez-moi votre carte d'identité. Non, mais c'est parce qu'ils sont français. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais oui, mais ils sont français. Ben, très bien. Et je n'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est pas moi qui ai un problème avec ça. C'est d'autres. Hein. Non, justement, c'est pour ça. Non, mais ne nous trompons pas. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi non plus. Bon, alors, j'en viens. L'islamophobie, il y a quelque chose qui est fort quand même dans le mot. C'est la phobie. La phobie, c'est pas rationnel. Vous avez la phobie des araignées. Vous avez des gens, ça les rend fous de voir une araignée. La phobie, eh bien, c'est ce qui arrive à des gens qui deviennent fous quand ils voient des musulmans ou quand ils voient une mosquée. Ça les rend fous. Donc, le mot est pas si inadapté que ça. Mais pour ma part, c'est pas le mot que j'utilise. Je parle de haine des musulmans. Parce que c'est bien de cela dont il est question. Il y a dans ce pays, fabriqué, alimenté, par tout un courant d'idées, une haine des musulmans déguisée en laïcité. La laïcité, ce n'est pas la haine d'une religion. L'État laïque, ce n'est pas un État, un athéisme d'État. Alors oui, il y a une haine des musulmans, et je suis opposé à cette haine. Et je vais vous dire, au-delà des questions de religion, la France a une longue histoire des guerres de religion. 3 siècles ça a duré, d'accord? On a tout fait, on s'est tout fait, on s'est massacré, on s'est arrêté, bref. Donc, pas de guerre de religion. Oui. Il faut faire France de tout bois. Les religions peuvent vivre en paix. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer, Rutel Krief, que la déclaration des 2 grandes mosquées, celle de Paris et de Nice, hein, il faudra des événements pareils pour qu'un homme comme moi cite les propos des religieux. Vous parlez beaucoup de religion ces derniers temps. Forcément, tout le monde en parle, alors moi aussi. Et puis, j'ai un avis sur tout ça, je suis un peu connaisseur. Oui, mais vous, je suis né en terre d'islam, donc je connais, j'ai toujours vécu avec des musulmans. Mais Jean-Luc Mélenchon, vous avez aussi un passé, une histoire de laïcité pure et dure, en quelque sorte, de républicains attachés aux valeurs, de liberté, d'égalité, hommes-femmes, notamment, n'est-ce pas? Donc, j'imagine que vous y tenez toujours et que dans cette campagne qui s'annonce, quand on discute du contenu des religions, chère Madame El-Krief, je suis obligé de vous dire que la plupart sont réactionnaires. Absolument. Mais dans le moment, c'est pas à moi d'aller jeter de l'huile sur le feu. Oui. Et puis je tire les leçons des erreurs de ma famille politique dans le passé. Parce que la déchristianisation organisée par la Grande Révolution de 89, elle avait ses raisons, mais ça a été une catastrophe pour nous. La loi de 1905... je voudrais que vous écoutiez les conclusions que tirent un certain nombre de personnalités politiques, de gauche, de droite, de ces déclarations que vous venez de faire, c'est-à-dire que le mot islamophobie n'est plus utilisable et qu'il y aurait une haine des musulmans aujourd'hui. Ça revient au même. Mais attendez, Madame El-Krief. On les écoute et vous réagissez juste après. Oui, d'accord. Allons-y. Le terrorisme vise à semer la terreur, bien sûr, mais à disloquer aussi la société par nos divisions. Je pourrais ajouter parfois par nos lâchetés ou nos ambiguïtés, en tout cas celles d'un certain nombre de personnes. Et à gauche, cette gauche-là, politique, la France insoumise, la gauche journalistique, Edoui Plenel, la gauche syndicale, bien sûr, l'UNEF. Je ne m'excuse pas qu'un parti comme le vôtre, qui a dénoncé pendant longtemps l'opium du peuple, en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République. Voilà la réalité, monsieur Corbière. Voilà, Bernard Cazeneuve aussi, vous accusez de regarder avec les yeux de chimène certaines organisations communautaristes qui ont une forme de haine de la République. Parce que c'est pas la question... Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu excessif? Non, mais bien sûr, c'est pour ça que je vous demande de répondre. C'est pour ça que je vous demande de répondre. C'est pour ça que je vous pose la question. Des hypocrites. Et ils espèrent faire un commerce que moi je juge hautement condamnable sur le plan moral. Quand on est français, on sait qu'on fait France de tout bois. D'accord ? C'est-à-dire que nous sommes un peuple très divers par ses religions, ses couleurs de peau et tout ce que vous voulez. Ce n'est ni la couleur de peau, ni la religion, ni même des fois la langue qui définit le français. C'est son accord et son appartenance à une communauté, la seule qui ait un sens en République, la communauté légale. C'est donc le droit de vote. Alors, madame, ces gens sont des hypocrites, je vais vous dire pourquoi. Le monsieur, là, Valls, fauteur de guerre, comme maire, il était un peu moins intransigeant. Et puis, je l'ai vu assister à une canonisation, c'est-à-dire qu'il est allé à Rome assister à une cérémonie religieuse où il n'avait rien à faire. Parce que en République, les dirigeants politiques, et un Premier ministre en particulier, va pas assister à des canonisations.
Et donc séparation une fois élu, pour ma part, séparation totale de l'Église et de l'État, et qu'on le répète et on le répète bien, et ça veut dire ça veut dire respect des valeurs républicaines par les religions, alors que vous êtes... Mais qu'est-ce que vous dites là? Alors, la République... ces gens-là, ils vous reprochent une forme de complaisance. Pas à vous personnellement d'ailleurs, plutôt à des membres de votre groupe, à des élus. Vous connaissez bien les exemples. Danielle Obono, pour laquelle un chauffeur de bus qui refuse de conduire après une femme, elle n'y voit pas un signe de radicalisation. Taha Bouhafs, le journaliste qui traite les républicains d'origine maghrébine de collabeurs, je cite. Mejid Messaouden, qui est pro-voile, pro-burkini, qui est sur une liste LFI. Messaouden, moi je sais il est sur une liste LFI à Saint-Denis. Les autres, oui, mais je ne sais pas qui c'est. La question, est-ce que vous allez vous allez remettre clairement les valeurs républicaines, notamment l'égalité homme-femme, de façon claire, au cœur de votre campagne. Je suis très patient, comme vous pouvez le voir. Nous n'avons rien à remettre. C'est vous qui devriez vous remettre à votre place et être moins souvent à cran et ne pas colporter le vocabulaire de l'extrême droite. Parce que islamo-gauchiste, c'est directement tiré de la propagande de l'extrême droite. Les gens de gauche aussi le disent. La génération précédente était judéo-bolchevique et moi, on me traite aussi des fois de trotsko-papiste parce que j'ai trouvé intéressante la dernière encyclique du pape et je l'ai écrit. Non. Il faut savoir raison garder. Et surtout, ne pas commencer par mépriser les autres. D'abord, je vais vous dire, je vais résumer en une phrase. Moi, j'aime bien. J'ai dit tout à l'heure, la philosophie, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire. La philosophie de mon programme, harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Là, à votre question que vous me posez, voici la réponse sur le fond. 1. Le djihadisme terroriste doit être éradiqué. Et par conséquent, il faut que l'organisation de la sécurité soit faite différemment. 2. Les musulmans de France doivent être respectés. Il y en a assez de les traiter comme des suspects, de les montrer du doigt, sans arrêt. C'est insupportable. Je le dis avec force. Et tant pis si ça déplaît à quelques-uns qui aimeraient bien que je les maudisse. Ce ne sera pas le cas. Nous sommes en train de construire la France, Madame Elkrief, parce que la France, c'est 67 millions d'habitants. Quand on a fait la constitution de la Ve République, on était à peine 50 millions, on ne devait même pas y être. Et cette France a été brassée, bousculée, poussée à dia. Et le moment est venu de la rassembler, mais comment? Pas avec, des propos angéliques et bêlants, ou l'inverse, en montrant les gens du doigt, en la politisant. C'est pourquoi je pense que, quand on va passer à la VIe République, quand on va faire une nouvelle constitution, le peuple français va se reconstituer comme peuple un et indivisible. Voilà mon projet politique et ma stratégie révolutionnaire. Le peuple uni, la France, ne doit pas s'en aller en morceaux, et ceux qui la dirigent, en particulier M. Macron et son équipe là, ne doivent pas jeter de l'huile sur le feu en permanence. Il faut mettre un terme à la tentation de la guerre de religion qui aujourd'hui parcourt les milieux extrémistes. Alors, voilà. Moi, je suis à modérer là-dessus. Les dirigeants de la mosquée, les dirigeants de la mosquée de Paris, des mosquées du CFCM sont tout à fait pour faire bien la différence entre l'islam et l'islamisme radical. Mais que et les dirigeants des valeurs de la République et le non-respect. Mais il faudrait que les autres aussi le fassent. C'est aussi aux autres bien sûr. D'avoir des paroles de fraternité. Je parle entre religions, moi je n'appartiens à aucune religion. Alors, je ne donnerai jamais à savoir quelle est ma conviction personnelle, car je suis l'élu de tout le monde. Dans mes électeurs et dans ceux que je représente, il y a de toutes les religions. Et puis surtout, pardon Madame Elkrief, on fait une petite parenthèse pour eux. Très il y a rapidement. quand même 60% de gens dans ce pays qui n'ont pas de religion et que tout ça commence à saouler aussi un peu. Donc, vous êtes athée, vous, pardon, vous êtes athée, vous, personnellement? Pardon? Vous êtes athée? Ça vous regarde pas. Je posais la question. Non, mais vous auriez pu répondre. Oui, j'aurais pu. D'autres candidats auraient répondu. Mais oui, mais moi je réponds. Voilà. Pardon, je veux pas vous. Non, mais il y a aucun problème. Vous êtes fâché là. Pas du tout. Vexé. Pas du tout. Je prenais le risque. Vous réponds. Je prenais mon risque, Jean-Luc Mélenchon. Oui, je savais qu'il y avait une possibilité d'avoir cette réponse-là. Absolument. Alors, et je pense que les élus ne doivent pas répondre à ce type de questions. Et lorsque je serai élu, il n'y aura jamais aucun ministre, aucun préfet qui ira mettre les pieds dans une réunion religieuse. On peut y aller à titre personnel pour honorer quelqu'un, mais pas dans sa fonction. Et vous la irez... religion, d'un côté, elle n'a rien à faire dans la politique. Quoique les religieux, pardon, je fais une nuance, ont le droit de donner un avis sur le contenu des lois. Tout le monde a le droit de donner son avis. Mais à la fin, il y a une séparation. Écoutez bien ce mot. La République ne reconnaît aucun culte. Il y en a que ça scandalise. Ils disent, non, la République traite tout le monde de la même manière. Non, erreur. La République ne reconnaît pas
Elle ne Voilà, reconnaît il faut aucun donc culte. Elle est indifférente au culte, mais elle protège la liberté de conscience et la liberté du culte. Évidemment. J'insiste, la liberté du culte. Bien Et sûr. c'est pourquoi vous m'avez retrouvé à l'Assemblée nationale. Vous avez volontairement détourné la question que je vous posais en essayant de faire croire que je remettais en question la liberté de culte. Non, pas du tout, donc, je vous connais. C'est pas grave. Non, Alors, mais je vous connais, je sais bien que c'est pas votre idée. Mais vous m'avez posé une question à laquelle j'ai pas répondu, c'est à propos de mes amis. Oui, c'est Mais vous ça. n'écoutez rien. Mais c'est ça le problème. Vous ne répondez pas, donc. vous n'y répondez pas, ne donc dis pas vous. comme il me reste quelques minutes, je vais en profiter. Hein. Donc, Pardon, Madame Elkriaf, c'est en vous collectif, vous voyez. Bon, Madame Obono est vos amis en général. En général, en un mot, parce que je voudrais qu'on parle de sécurité. Oui, là, je sais que la misogynie est féroce. Mais Madame Obono est une intellectuelle. Donc, Madame Obono croit à un certain nombre d'idées concernant la façon avec laquelle se superposent des discriminations. C'est une ligne intersectionnelle, c'est une discipline de sociologie. Oui, et ça, c'est votre ligne. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? C'est ce que je vous Prenons pose un comme exemple, question. Madame Elkriaf. Est-ce que la loi de la gravitation est votre ligne? Bah, vaut mieux pour vous, parce que sinon vous tombez dans l'escalier. Bah oui, donc, eh bien, donc les c'est gens, votre ligne. écoutez-moi, c'est une discipline universitaire. Donc des gens travaillent pour essayer d'analyser comment se combinent les différents niveaux de discrimination. Alors évidemment, vous et moi, alors on est bien blanc, on n'a pas de problème. En gros, on est bien assimilé à la société, mais c'est pas le cas de millions de gens qui voient se superposer le fait d'être femme, par exemple noire, par exemple pauvre, et qui commencent à se superposer. C'est ce qu'étudient les sociologues. C'est pas une ligne politique, c'est comme quand ces gens avaient dit la théorie du genre. Il n'y a pas de théorie du genre. Et là, le fait nouveau. On va conclure parce qu'on va parler de sécurité. Permettez-moi de délivrer mon il faut que je vous Il faut qu'on avance, Jean-Luc Mélenchon, il faut qu'on avance. C'est important parce Vraiment. que vous êtes candidat à la présidentielle. On voudrait savoir sur la sécurité. Il y aura une discussion sur la proposition. Il parlait de flouter, effectivement, d'interdire la diffusion et la publication d'images des forces de l'ordre. Vous avez dit que vous étiez contre, que vous considériez, j'imagine, que c'est un droit fondamental de filmer une intervention de la part des policiers. Mais je m'interroge, est-ce que protéger les policiers individuellement dans l'exercice de leur travail, puisqu'ils sont aux ordres de l'État, est-ce que c'est pas aussi un devoir de l'État? Un policier qui personnellement est reconnu sur un réseau social, harcelé avec sa famille quand il rentre chez lui le soir parce qu'il a été vu sur Twitter, est-ce que c'est pas normal que l'État s'en soucie et dise non, il faut pas qu'on puisse le voir? C'est très difficile, la situation d'exercer un métier dans lequel l'État vous délègue sa fonction de violence et d'autorité. La même question, écoutez, la même question se pose pour les militaires. Bien. Si le métier paraît trop dur, il faut en faire un autre. Mais le métier de policier comporte le risque, en effet, que vous évoquez. Et on ne répond pas à la difficulté en créant une nouvelle. Car l'impossibilité d'identifier les auteurs de certains actes, minoritaires, nous voulons tous le croire, mais est un problème pour la démocratie. Jamais l'affaire Floyd aux États-Unis n'aurait pu être connue si on n'avait pas pu identifier. Alors, je sais que c'est dur pour le policier, mais c'est le métier qui veut ça. Il y a d'autres métiers qui ont d'autres formes de danger. Donc je n'accepte pas le chantage qui aboutit à la fin à encore une réduction des libertés et de la capacité de la société à contrôler. Que voulez-vous? Quel autre moyen avez-vous de contrôler que de faire ça? Juste, qu'est-ce que vous feriez si vous êtes élu pour éviter que des manifestations ne dégénèrent, soient perturbées par des violences très concrètement, comme ça a été le cas? En un mot, puisqu'on n'a plus le temps. Oui, en un mot, c'est pas possible. Alors donc, il faudra en supporter deux. Eh bien, écoutez, déjà, je ferai en sorte que ça n'ait plus lieu. Parce que voilà des années qu'on vote des lois sur le terrorisme, le désordre et tout le reste, et la pagaille ne fait que s'amplifier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi autant de manifestations ont connu autant de débordements sur des publics extrêmement ciblés sans qu'il se passe rien? Qu'est-ce que vous feriez? Je réorganiserai la police de fond en comble. Donc nouvelle loi. De fond en comble. Et et vous allez voir. Et je pense en particulier que dans la lutte contre le terrorisme, il faut complètement changer de méthode. Il faut plus de monde, pas 28 personnes pour surveiller les réseaux, plus que ça. Il n'y a pas besoin de 7000 personnes à la BAC. On a besoin de gens qui parlent plusieurs langues pour repérer les choses à temps. On a besoin d'infiltration. Ça, c'est du travail sérieux. Pas la gesticulation, où on a des gens armés jusqu'aux dents dans les manifestations. Et quand je me risque à dire, mais écoutez, à quoi ça sert tout ça? Le résultat, il y a des éborgnés et des mutilés. On me dit, monsieur Mélenchon, vous voulez désarmer la police? Dans les manifestations, je veux désarmer la police. Et le reste du temps, quand elle est armée, figurez-vous qu'il y a des unités spéciales de la police pour faire face. Les 40 policiers de Dijon qui sont restés au commissariat, ils ont bien fait d'y rester. Ils étaient armés, mais ils n'étaient que 40. Et des gens se sont déchaînés dans les rues.
On a donc dû faire venir les forces de police spécialisées. Parce que c'est pas parce que vous avez un revolver que vous êtes capable de faire face à toutes les situations. Merci un peu de beaucoup. bon sens. Vous avez répondu, merci Jean-Luc Mélenchon, merci Ruth Elkrieff. Avant de passer aux questions économiques, Jean-Luc Mélenchon, Oui. Une petite colle. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous connaissez par cœur votre score de 2017 ? Non. Je sais qu'il n'était pas suffisant, voilà ce qui m'en est resté. 19,58%. À l'époque, on se souvient que votre objectif, c'est évidemment d'être au deuxième tour et même de remporter la présidentielle. Qu'est-ce qu'il vous reste, j'allais dire, intimement, physiquement, de cet échec-là ? Mais vous avez une tendance à psychologiser. Moi, je suis un homme comme tout le monde. Quand je suis content, alors je suis en méridional en plus, donc ça se voit. Et quand je ne suis pas content, ça se voit aussi. Et alors on en a déduit que j'avais une dépression, rien de tout ça. Je mène un combat politique, j'ai été heureux aussi de ce résultat. Et puis aussitôt, j'ai dû assumer la difficulté de ce résultat qui faisait de moi, en quelque sorte, la référence de toute une famille politique que personne n'avait jamais vue avant. Alors, voilà, il me manquait 600 000 voix. Les fameuses 600 000 voix. Oui. Qu'avait de plus que vous, Marine Le Pen et Emmanuel Macron à l'époque ? Comment ça ? Pour arriver au deuxième tour. Qu'est-ce qu'ils avaient ? Oui. Eh ben, plus de Français qui ont voté pour eux. Oui, mais au-delà des 600 000 voix, pourquoi est-ce que ces Français-là, les gens choisis plutôt que vous ? Eh bien, peut-être parce que Madame Le Pen dirige un établissement qui est ouvert depuis 40 ans et que moi j'arrivais. Monsieur Macron a représenté pour un secteur de la société, notamment les forces en déshérence préparées par. Ça faisait 2 ans qu'il était là, Emmanuel Macron. Pardon ? Ça faisait 2 ans qu'il était là, Emmanuel Macron, pas 40 ans pour lui. Oui, mais bon, d'accord, mais bon, ils ont fait, l'élection a eu lieu, le résultat, je ne le discute pas, je n'étais pas au deuxième tour, je le regrette. Peut-être que certains devraient se poser des questions au lieu de m'en poser à moi. Comment se fait-il qu'il y ait resté aussi longtemps un candidat du Parti socialiste, alors que tout le monde disait que la partie était finie. Bon, mais je ne veux pas faire de récrimination, on ne peut pas vivre d'aigreur, il faut construire. J'espère retrouver les 7 millions de personnes. Vous savez, ça fait 19, vous l'avez dit, 58. Oui. C'est plus que Jacques Chirac quand il a été élu. On verra si vous les retrouvez dans 1 an et demi. On verra. passe aux questions économiques ? Allons-y, Emmanuel Le Chypre face à Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir monsieur. Alors, je vais vous interroger évidemment sur la gestion économique de la crise sanitaire, mais avant ça, je voudrais votre réaction à l'annonce qui a été faite ce midi. L'usine Bridgestone à Béthune